Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa. Sa parole est rare, pourtant chacune de ses sorties fait à chaque fois l'effet d'une bombe. Capitaine d'industrie, chercheur iconoclaste, panafricain convaincu, le docteur Paul Fokam préfère les amphis aux caméras de télévision. Mais ce soir, une fois de plus, il a accepté d'échanger avec nous. Docteur Paul Fokam, bonsoir. Bonsoir, Jules. Merci de nous faire le plaisir d'échanger avec nous. On se retrouve ici en Afrique, on est à Conakry, après Paris, il y a quelques mois. Alors, comment vous sentez-vous? Je me sens bien partout en Afrique. Donc, à Paris, je ne me sentais pas aussi confortable que je me sentirais si j'étais en Afrique. Donc, en Afrique, à Conakry, je suis heureux. Alors, nous allons parler d'une thématique assez importante. Banque de développement et pauvreté en Afrique. C'est une thématique très forte. Mais je voudrais vous proposer, avant d'en parler, de regarder une vidéo qui a attiré notre curiosité et qui nous a interpellés. Et nous revenons vers vous après. L'Afrique subsaharienne a été fondamentale pour la prospérité des pays développés. Et l'Afrique a un rôle clé à jouer en tant que fournisseur de ces matières premières. Nous ne permettrons pas aux pays d'Afrique subsaharienne d'y échapper. Nous faisons tout ce qu'il faut pour maintenir l'Afrique subsaharienne dans son état de pauvreté actuel. C'est absolument vital pour notre survie en tant qu'Occidentaux. Il faut que l'on soit clair sur ce point. Toutes les structures et organisations internationales, toutes les institutions académiques et tous les enseignements économiques sont tous conçus pour maintenir les Africains dans leur situation actuelle. Qu'il s'agisse de l'Europe, des États-Unis et maintenant la Chine, c'est exactement les mêmes objectifs vis-à-vis de l'Afrique. Nous avons besoin d'appauvrir l'Afrique et l'y maintenir, parce que nous avons besoin de leurs matières premières, et nous les voulons le moins cher possible. Voilà le message. Cela ne signifie pas que les Africains ne peuvent pas s'en sortir, au contraire. Mais il s'agit ici de les en empêcher. Voilà comment ça marche. Parce que si l'Afrique s'éveille et commence à réagir, alors laissez-moi vous dire que le niveau de vie en Europe, aux États-Unis et en Asie va s'effondrer. Il y a donc un sacrifice énorme à faire. Et laissez-moi vous dire que l'Occident ne permettra jamais que l'Afrique s'émancipe, tant qu'on n'a pas d'autre alternative. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à savoir. On a encore 20 minutes, donc pas assez de temps. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment nos structures fonctionnent. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Et si je vous parle d'idéologie, c'est parce que nous sommes les concepteurs de ces modèles. En tant qu'universitaires et institutions académiques, nous sommes complices dans cette manœuvre. Ainsi que notre rôle en tant qu'institution occidentale, c'est de convaincre les Africains à demeurer dans leurs conditions actuelles et leur faire croire que c'est de leur faute s'ils sont pauvres, qu'ils se disent que ce n'est pas la faute des Occidentaux. Voilà ce que nous concevons dans nos institutions académiques et je vous le démontrerai aussi. En clair, vous voyez de quoi je parle. Je vais vous montrer à quel point l'Afrique est spécialisée dans la production des matières premières et les produits agricoles de base. Nous savons que la cause principale du sous-développement de l'Afrique est la colonisation. Mais je ne vais pas développer cela ici parce que mon collègue va en parler un peu tout à l'heure. Mais je voudrais vous entretenir sur les structures académiques et les organismes financiers internationaux et brièvement sur les modèles économiques que nous concevons pour vous donner une idée de tout ça. Je vais maintenant vous montrer ceci. Vous ne pouvez pas bien le voir, mais ceux d'entre vous qui sont intéressés, nous pouvons le mettre à votre disposition. Mais ce que nous avons vraiment besoin de voir, c'est la ligne de dessus. Et le niveau de dépendance peut s'apprécier avec ces statistiques au-dessus. Et si vous les comparez avec celles des pays à faible revenu,
vous pouvez constater à quel point les pays d'Afrique subsaharienne sont très dépendants de leurs matières premières. C'est ce qui est principalement à l'origine de la fragilité des pays africains. Et pour mieux appréhender ces autres statistiques concernant toutes les exportations en provenance d'Afrique subsaharienne, pour voir ce que les Africains gagnent de leurs exportations d'un point de vue du commerce international. Nous savons que les ressources énormes nous viennent de chez eux. Mais regardez la dernière ligne en termes de valeur globale du commerce mondial. Regardez. Du point 9 au point 1, seuls 5% sont transférés, ce qui signifie que de toutes les vastes ressources que l'Afrique produit, qu'est-ce qu'elle gagne? Rien du tout. Ces statistiques sont très parlantes. Je vais maintenant vous montrer ce qui se passe avec ces pays d'Afrique subsaharienne. Ce que nous savons de toutes nos études économiques, c'est qu'aucun pays au monde ne peut se développer sans industrialisation. Produire les matières premières ne mène un pays nulle part. Exporter les produits agricoles de base ne mène un pays nulle part. Et quand vous regardez la place de l'industrie en Afrique subsaharienne, sur les 15 à 20 dernières années, vous voyez que la part de l'industrialisation a considérablement baissé en termes de pourcentage en valeur totale. Voici le pourcentage de la production totale en Afrique subsaharienne. Quelle est la part des produits manufacturés? À peine 17% de la production totale. L'essentiel des risques lorsqu'on parle d'industrie se trouve au niveau de la disponibilité des matières premières. Mais le plus important encore, ce sont les ressources minières. L'extraction des matières premières, c'est le plus important. Ici, nous voyons en effet que l'extraction des matières premières a été maintenue. Ce qui peut provoquer le déclin d'une économie, c'est la faillite de son secteur industriel. Ceci est fait à dessein, car en tant qu'économistes occidentaux et en tant que concepteurs de politique occidentale, nous ne permettrons jamais à l'Afrique subsaharienne de s'industrialiser et commencer à commercialiser les produits manufacturés. C'est pourquoi nous ferons tout pour bloquer cela. Et je vais vous montrer comment on s'y prend pour empêcher ça. De retour, madame, monsieur, après cette vidéo, Dr Fokam, on vient de regarder des déclarations extrêmement graves. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi est-ce que les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI, décident de proposer aux États africains ou d'imposer aux États africains de privatiser les banques de développement? En fait, la privatisation de banques de développement n'est pas une décision ni des institutions de Bretton Woods, ni d'autres institutions comme les institutions des Nations Unies. C'est d'abord une action concertée entre les grandes puissances industrielles, les grandes puissances économiques, pour s'assurer que l'Afrique, comme les autres pays, bien entendu, sous-développés, doivent rester les fournisseurs de matières premières. Et c'est à ce moment et à ce moment précis que les instructions sont données à leurs instruments, que sont les institutions que vous avez citées, pour dire faites-nous appliquer la décision de telle sorte que on ne puisse pas espérer un développement en Afrique. Surtout qu'on ne puisse pas permettre aux Africains d'industrialiser leurs matières premières, ceux qui sont capables d'extraire leurs mines et de pouvoir les industrialiser parce que nos usines vont désormais être tributaires de ces matières premières. Voilà la raison de fond.
Donc, selon vous, c'est une concertation au niveau international, un peu comme le dit cet intervenant dans la vidéo, c'est une stratégie qui est pensée pour maintenir l'Afrique dans cet état-là. Oui, pour des raisons d'intérêt économique et d'intérêt stratégique. Donc, il me semble que c'est normal qu'ils agissent comme ça. Alors, c'est quoi l'importance, docteur Fokam, des banques de développement pour un pays, pour un continent? À quoi ça sert de manière concrète d'avoir une banque de développement? Mais justement, la banque de développement est une force motrice de tout développement économique et social. C'est la banque de développement qui doit impulser l'économie, qui doit impulser les actions sociales, qui doit promouvoir, entretenir des champions qui vont être compétitifs à la fois sur le plan national comme sur le plan international. Malheureusement, s'il est permis à l'Occident d'avoir des acteurs économiques sur la scène mondiale de cette catégorie, il n'est pas permis à l'Afrique d'avoir des acteurs de la même dimension, pour la simple raison que s'il y a des acteurs de la même dimension, ils risquent d'être effacés de la scène économique. Et c'est pour ça qu'il a été organisé la popularisation de l'Afrique pour effectivement rester de simples producteurs de matières premières, de consommateurs des produits finis fabriqués par l'Occident pour permettre à l'économie occidentale de se développer dans des conditions optimales. Alors, vous allez me permettre de poser une question qui peut sembler absurde. Les institutions de Bretton Woods, comme les partenaires bilatéraux et multilatéraux de l'Afrique, parlent tout le temps d'aider l'Afrique à se développer, des programmes de développement pour l'Afrique. Alors, vous nous expliquez que ces pays qui nous disent chaque jour qu'ils travaillent pour nous aider à sortir du sous-développement, en fait, ont mis toute une stratégie pour qu'on ne se développe jamais. Est-ce que ce n'est pas contradictoire et paradoxal? Non, rien n'est contradictoire là. Vous êtes seulement naïf, comme beaucoup des intellectuels africains. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un vous aide à vous développer contre lui? Pourquoi voulez-vous que quelqu'un soit votre ami lorsque cela le mettrait dans des difficultés insurmontables? Je considère que l'Occident joue bien son rôle. Le vrai problème, c'est l'Afrique ou les Africains qui ne connaissent pas. Tenez-vous tranquille. Pour dire que les banques de développement, comme vous, pour revenir dessus, et pour dire en général que ces banques de développement ne sont pas viables, ou plutôt pour réussir à les détruire, comme ça a été fait, il fallait donner des explications. Et des explications qui sont justes, mais qui ne peuvent être acceptées que par des naïfs, comme vous venez de me poser une question aussi naïve. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on dit? Ces banques de développement ont des ingérences politiques. Je ne sais pas s'il y a même une banque de développement dans le monde qui n'a pas d'ingérence politique, puisque c'est l'instrument du politique pour le développement économique et social. Oui, mais vous le savez, l'un des buts de ce programme d'ajustement structurel, c'était qu'il fallait réduire la main de l'État, il fallait moins d'État, il fallait finir avec l'État-providence. Mais c'est toujours la même philosophie. Pourquoi moins d'État? Est-ce que des pays comme le Japon ont moins d'État? Le problème, c'est quel est le rôle de l'État dans son impulsion? Ce n'est pas qu'il faut réduire son rôle, il faut recentrer son rôle. Parce que deux problèmes doivent être examinés. Soit on recentre le rôle de l'État sur des actions fondamentales, soit on dit qu'il n'y a pas d'État. Ensuite, on arrive à une notion qui me paraît très ridicule. Il y a trop de corruption dans les banques de développement. C'est vrai. Mais est-ce qu'il n'est pas possible d'enrayer la corruption? Pourquoi doit-on détruire la banque seulement parce qu'il y a corruption? Bon, s'il n'est pas possible d'enrayer la corruption, au fait,
qui entretient ces corruptions? Est-ce que ce n'est pas ces entreprises multinationales, etc., etc. Bon, je me pose simplement des questions. Il y a d'autres, ils ne sont pas très orientés profit. C'est vrai, ils ont raison. Mais qui va le dire d'orienter, n'est-ce pas? Leur conseil aurait pu permettre de nous dire qu'il faut qu'ils soient orientés profit. Bon, pourquoi, sachant corriger ce qu'ils ont corrigé chez eux, on dit la solution chez nous, c'est de les supprimer? Tout simplement parce que, effectivement, nous avons un problème de naïveté, de personnes. De complexe peut-être? Non, de naïveté des honnêtes gens. Et nous allons... Qui croient naïvement à l'aide. À l'aide, qui croient naïvement à tout ce que vous voulez. Et surtout cette aide. Nous avons le complexe de naïveté des honnêtes personnes. Alors, j'ai envie de dire, ce que vous venez de décrire est suffisamment grave. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est comment on fait? Est-ce que c'est déjà possible de faire quelque chose? Comment on s'en sort face à une situation aussi complexe? Comment on s'en sort? Mais pourquoi vous posez la question comment s'en sortir? Est-ce que vous ne pourriez pas poser déjà la question, est-ce qu'on peut s'en sortir? Mais je vais répondre à toutes ces deux questions à la fois. Oui. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Oui. La réponse est possiblement oui. Vous hésitez? Oui, j'hésite, parce que les conditions que je m'en vais poser pour la sortie de ces éléments sont pour moi aussi dures et importantes que je ne sais pas si on peut tout à fait réussir à s'en sortir. C'est quoi ces conditions, Dr Foucan? La première condition, c'est le complexe. Est-ce qu'on peut réussir à nous débarrasser du complexe de l'Occident, du complexe de l'infériorité, du complexe culturel? On nous a appris à dire que notre culture ne vaut rien. Si notre culture ne vaut rien, c'est que c'est celle de l'autre. Mais du coup, nous sommes devant un problème. C'est que si c'est la culture de l'autre, c'est que nous sommes déracinés. Et si nous sommes déracinés, nous ne serons ni européens, ni africains. Alors, bientôt, nous serons quoi? Ça, c'est la première question de fond. Mais il y a un autre problème qui, pour moi, semble être important, c'est le problème d'éducation. Nous avons abandonné l'éducation. Ou plutôt, on nous a dit, ou nous a imposé, ou nous a recommandé de faire une éducation de récitation. Donc, nous serons des petites bêtes qui vont réciter ce que le maître a dit. Or, nous avons besoin, pour changer, pour structurer notre pensée, d'une éducation de questionnement qui nous oblige à nous mettre sur le droit chemin, qui nous oblige à questionner. Pourquoi celui-ci dit qu'il va m'aider? Est-ce qu'il a intérêt même à m'aider? Et quel est mon intérêt d'accepter cette aide? Puisque tous les jours on dit on va vous aider, on va vous aider. On ne dit pas seulement on aide. Il y a plusieurs pays qui donnent des montants assez importants à des pays africains en termes d'aide publique au développement. D'ailleurs, la France a récemment augmenté son enveloppe de l'aide publique au développement. Croyez-vous vraiment que quelqu'un peut décider de vous aider de façon permanente? Si vous croyez, j'en doute. Mais je dirais toujours ce que je venais de dire tout à l'heure, la naïveté des gens honnêtes. Parce que je ne crois pas. Quelqu'un peut t'aider à te lever, mais il ne va pas t'aider tous les jours et tu retombes, il t'aide, tu retombes, il t'aide. Il a un intérêt quelque part. Alors, la question que tu veux savoir, quel est son intérêt de chercher à m'aider tous les jours? C'est justement parce qu'il faut que tu restes dans cette situation, que tu restes dans ton sommeil accablant pour continuer à t'exploiter
dans les meilleures des hypothèses et au mieux de ses intérêts. Vous savez, on orchestre tout ça là de façon organisée dans tous les domaines. Vous savez, l'éducation est quand même un domaine où on fabrique un individu. Bien sûr. Mais seulement, pour mieux faire pour vous, non seulement on vous impose une éducation de récitation, mais on vous envoie où on vous fabrique ce que j'appelle des enseignants de tous ordres de paille. Des enseignants qui n'ont pas la formation requise pour pouvoir enseigner, des enseignants qui ne se réadaptent pas, qui ne se reforment pas pour enseigner, des enseignants qui n'ont pour tout et pour tout que des diplômes pour projeter aux yeux de tout le monde. Le système est vraiment bien organisé, de telle sorte que vous allez rester permanemment dans cette situation. Dans cette situation en réalité. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'en sortir finalement? Et si oui, comment on le fait? Vous avez donné des conditions, mais c'est quoi la méthodologie? Moi, ma conviction est faite. Il n'y a pas un seul pays au monde qui a pu assurer un développement auto-entretenu sans une banque de développement. Qu'elle soit privée ou publique, j'en connais pas. Ce n'est quand même pas le Japon, ce n'est quand même pas la Chine, ce n'est quand même pas, j'allais dire quoi, même pas les États-Unis, ou d'ailleurs la Banque mondiale, c'est quand même leur banque, à tout prix, il faut le reconnaître. Et ce n'est pas, je ne connais pas. Ce qui veut dire, la première chose, c'est de penser à une banque de développement si on décide de se développer. Donc, selon vous, pas de développement sans banque de développement? Oui, parce que la banque de développement joue un rôle fondamental. C'est elle qui va aller chercher les ressources. C'est elle qui va mobiliser les ressources internes. C'est elle qui va créer, propulser les entrepreneurs. C'est elle qui va rattraper celles qui sont au bord de la faillite pour les remettre dans les conditions. C'est elle qui va inviter les autres banques commerciales à venir avec elle pour la promotion économique et sociale. C'est elle qui va permettre de créer des hôpitaux. Parce qu'il s'agit des actions sociales qu'on ne peut pas, qu'une banque commerciale ne peut pas aisément le faire. C'est elle qui va impulser des grands projets pour le compte de l'État. Et ces grands projets seront ce que j'appelle des projets industrialisants. Vous voyez? Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut se développer sincèrement dans le monde actuel sans une banque de développement qui propulse les autres activités, qui analyse les projets et qui vous met dans le chemin le plus optimal. Alors, docteur Fokam, on a le même sentiment à chaque fois qu'on échange avec vous. C'est qu'on se demande qui est-ce qu'on doit blâmer? À qui la faute? Parce que ce que vous dites tombe sous le sens, mais on se dit, est-ce qu'on ne sait pas ça? Est-ce que les dirigeants africains ne le savent pas? Est-ce que les intellectuels africains ne le savent pas? Comment se fait-il qu'on en soit toujours là? C'est qui le problème? Le problème, c'est dans notre ignorance de savants. Vous allez me poser la question, quelle est cette contradiction ignorante de savants? Oui, je l'ai utilisé exprès. Parce qu'en fait, nous tous, comment on était allé à l'école et à obtenir des diplômes, on dit on connaît tout, mais seulement on ne connaît pas. Je vais vous donner deux ou trois exemples. Est-ce que vous savez que quand la Chine a décidé de rejoindre
World Trade International. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Voilà, de rejoindre l'OMC. On lui a dit, à condition que vous mettiez en faillite votre banque de développement. Mais bien sûr qu'elle ne pouvait, la Chine ne pouvait pas accepter. Mais si c'était nous, on allait accepter. On a dit non, on va gagner beaucoup, beaucoup. Regardez, on nous a proposé les APE en disant on va nous construire de je ne sais pas quoi, votre industrie après. Mais dites-moi après quoi? C'est justement pour empêcher de construire l'industrie, puisque les APE veut dire tu vas importer tout et qui va venir tuer même la petite industrie qui est à l'intérieur. Savez-vous que Singapour et même Sri Lanka, on a supprimé sa banque de développement et c'est pour ça qu'elle est toujours... Savez-vous que toute l'Afrique, spécialement francophone, n'a plus aucune banque de développement? Quelle est la raison? La raison, c'est notre ignorance. Vous avez parlé de l'ignorance, effectivement, qu'on peut imputer à nos intellectuels, qu'on peut imputer à notre système éducatif, à nos programmes de formation, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de leadership, notamment au niveau des dirigeants africains? Parce que j'ai envie de dire, ce que vous dites, je peux me douter qu'il y en a certains qui savent. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de leadership, Dr Foucault? Je ne sais pas. Parce que vous rentrez très rapidement vers la question qui blâmer. Oui. C'est ça le sens de votre question. Oui. Mais avant d'aller vers qui blâmer, pourquoi vous acceptez tous les jours qu'on vous endette? Parce que la dette qu'un État prend, il prend pour votre compte, hein, et chaque citoyen doit payer cette dette. Mais est-ce que les citoyens ont le choix? Ce n'est pas eux qui décident. Les accords de prêt sont signés par les dirigeants. C'est eux qui décident de choisir les dirigeants. En Afrique, ce n'est pas certain. C'est eux qui choisissent les dirigeants. Non, en Afrique, ce n'est pas certain. En tout cas, je connais très peu de pays africains où les élections ne se passent pas dans une certaine périodicité. Non, il y a plusieurs pays, notamment en Afrique francophone, où les élections ressemblent plus à des parodies qu'à des véritables élections. À qui la faute? N'est-ce pas, c'est bien le citoyen? Vous voulez dire qu'une personne ou même 20 personnes va dépasser tous les citoyens? Je suis navré. Je suis vraiment navré. Parce que je dis, je suis tellement mal à l'aise de savoir que vous croyez que c'est la personne, mais que ce n'est pas la passivité des autres. C'est la raison pour laquelle je pense que j'ai un certain nombre de personnes à accuser. Quels sont ces gens que vous voulez accuser? Ah, très bien. J'accuse d'abord la complicité des Africains, ou les Africains, presque tous qui sont complices de leur mise en esclavage. J'accuse ensuite les dirigeants qui sont non seulement aussi complices, mais complexés. J'accuse les journalistes. J'allais être surpris si vous ne le faisiez pas, parce que vous avez visiblement un problème avec les journalistes. J'allais être très surpris que vous vous attaquiez pas aux journalistes. J'accuse les journalistes. Pour quelle raison cette fois? Pour la simple raison qu'ils ne donnent pas la bonne information. Ils ont tellement peur de donner la bonne information à la population qu'effectivement, ils sont aussi complices de tout ça. J'accuse les universitaires. Vous allez dire que je suis un universitaire, moi je m'accuse alors. Oui, bien sûr. J'accuse les universitaires qui sont incapables de réveiller l'attention, de réveiller
les consciences, parce que normalement, c'est eux qui sont, avec les journalistes bien entendu, qui sont ceux qui doivent réveiller nos consciences. Enfin, j'accuse ceux ou celles qui acceptent cette situation, qui sont dans les institutions internationales, qui sont dans toutes ces institutions et se vantent de ce que nous sommes dans ces institutions, tout en sachant clairement que c'est leur pays, c'est leur continent qui doit être enterré. Mais ils n'agissent pas. Voilà. Je pense que les accusés se sont reconnus. Alors, j'ai envie de dire, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose qui m'a frappé. Vous avez fait état du fait qu'il n'existe presque pas de banques de développement, notamment en Afrique francophone. Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a des banques de développement qui existent dans certains pays en Afrique. Mais pourquoi ça ne marche pas, hein? Mais vous me faites découvrir là. Mais enfin, vous voulez faire peut-être allusion, par exemple, à Banque de développement de l'Afrique de l'Ouest, Banque de développement de l'Afrique centrale. Et il y a même une banque de développement de l'Afrique tout court, la BAD, qui existe. C'est une bien. banque de développement. On va repasser en revue tout ça. Premièrement, la Banque de développement de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, ou même de SADC. Le vrai problème de fond, c'est que elles dépendent des États et pas d'un État. Mais ce sont des banques communautaires, régionales ou sous-régionales. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un problème de ressources. Il y a un problème de volonté politique. Et il y a un problème d'orientation. Vous allez orienter chez qui et pas chez qui. Je vous ai déjà défini au départ que la banque de développement, c'est l'instrument de politique d'un chef d'État. Si c'est l'instrument de politique, ça ne peut pas être l'instrument de politique des chefs d'État. Insuffisant de ressources, insuffisant de politique, insuffisant de vision, rien de tout ça. Et c'est pour ça qu'elles vivent, qu'on les a laissées survivre, parce qu'elles ne servent à rien. Est-ce que ce n'est pas un peu fort de dire qu'elles ne servent à rien? On voit bien la BAD financer des projets de construction d'infrastructures, je reviens sur la notamment BAD. dans plusieurs pays africains. Je reviens sur la BAD. J'ai cité deux catégories, c'est l'UMOA, sous-régional, oui, et maintenant continental, justement, très bien. Avec la BAD. L'initiative de la BAD était une initiative excellente. L'initiative de la BAD aurait pu permettre de donner les appuis nécessaires pour les banques de développement dans les pays. Sauf qu'à un certain moment, on a poursuivi la taille. On a poursuivi et non pas l'objectif, parce qu'il manque de vision. Et on a laissé le contrôle à l'Occident, qui ne veut pas de banque de développement. Donc, désormais, ça devient pour moi que la filiale de la Banque mondiale. Or, si c'est la filiale de la Banque mondiale, elle fait la même chose. Parce que l'Occident contrôle 49%. Déjà, quelqu'un qui est déjà très puissant, qui vient contrôler 49%, ça veut dire qu'il te contrôle à plus de 60 ou 70%. Donc, les politiques sont définies et tu ne peux pas... la gestion est, si tu veux, à peu près collégiale. Même pour élire le président, on doit élire par 2 collèges de la BAD. Oui, justement. Donc, ce n'est pas les chefs d'État africains qui élisent le président, c'est les chefs d'État du monde, c'est-à-dire les actionnaires qui élisent le président. Ça cesse. Tu ne peux pas avoir ça dans la banque de développement de la Chine. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir là dans la banque de développement de Singapour, etc., etc. Donc, la BAD a sans doute les moyens. Elle est même cotée 3 ans. Mais elle ne peut pas faire exactement. Elle ne peut même pas soutenir les banques de développement dans les pays parce qu'en fait, la conditionnalité pour que la BAD entre dans une banque de développement d'un pays, c'est que l'État doit être minoritaire. Ça veut dire
l'État n'aura plus des éléments de sa politique. Alors, je voudrais qu'on sorte par un cas pratique. Nous sommes ici en Guinée et très récemment, il y a une banque nationale d'investissement qui a vu le jour. Alors, elle va servir à quoi? Vous connaissez un peu bien ce pays. Est-ce que c'est une banque de développement comme on pourrait s'y attendre, ou alors c'est une banque comme les autres? Non, ce n'est pas une banque de développement et ce n'est pas une banque comme les autres. C'est une banque d'investissement, c'est-à-dire celle-là qui est chargée, selon ce que j'ai lu et selon les idées du chef de l'État, Alpha Condé, bien entendu, qui est chargée de créer, développer ses capitaines d'industrie, d'éliminer, à sa plus simple expression, la pauvreté dans son pays et surtout de valoriser la femme. Donc, sans doute, elle ne va pas aller dans les grandes infrastructures, parce qu'elle n'aura pas, mais elle va jouer son rôle de propulseur de la création de richesses et elle va jouer son rôle de revalorisation de la femme guinéenne. Vous donnez l'impression d'avoir foi. Vous pensez que ça va marcher? C'est un modèle qui peut marcher. Est-ce que c'est un modèle qu'on pourrait imaginer comme un modèle de remplacement aux banques de développement? Ce n'est pas un modèle de remplacement aux banques de développement, mais c'est un modèle qui doit permettre de créer la richesse, de permettre une répartition équitable de la richesse, ce qu'un pays recherche, et donc, en conséquence, d'augmenter la richesse efficace, c'est-à-dire de permettre à l'État d'avoir plus de moyens pour faire les autres actions. À côté de cela, peut-être l'État guinéen pourra refaire recours à des institutions comme la BAD, qui aide pour la construction de routes, on ne peut pas le nier, comme même la Banque mondiale qui aide pour certains projets, mais surtout la coopération bilatérale ou bien multilatérale comme des entités comme la BID pour assurer ce qu'elle ne pourrait pas faire. Mais c'est déjà un début très appréciable et très important pour un pays. Ça donne la preuve qu'effectivement, ce président a une volonté de changer l'image de son pays. D'accord. Alors, Dr Fokam, nous sommes arrivés au terme de cette interview. J'aimerais vous donner la parole pour le mot de fin, parce qu'on a parlé quand même de quelque chose de très important, la relation qui peut exister entre les banques de développement et la situation de l'Afrique aujourd'hui qui est pauvre, on ne va pas se le cacher. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne? S'il fallait que ceux qui nous regardent, ces Africains qui nous regardent, retiennent une seule chose du temps que nous avons passé ensemble, ce serait quoi? Ce serait que la pauvreté que nous entretenons est une décision qui est la nôtre. La pauvreté qui nous envahit est une décision des Africains. La pauvreté qui est devenue si ambiante est une décision qui reste toujours la nôtre et qu'il est possible de décider à partir d'aujourd'hui de dire non à la pauvreté et de transformer chacun des espaces de l'Afrique en un espace de prospérité. Merci beaucoup, Dr Fokam. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie du Dr Paul Fokam. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur Vox Africa pour un autre entretien exclusif. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous.